Bonsoir à tous, bonsoir Samuel. Bonsoir Marie. Et bienvenue dans votre journal du 14 février. Dans l'actualité aujourd'hui, deux mouvements sociaux. Les agriculteurs ont investi le centre-ville de Toulouse et les salariés de Sanofi ont à nouveau manifesté devant leur entreprise. La ministre Michèle Delaunay était en déplacement dans la ville rose hier pour valoriser une filière en direction des seniors. Et on terminera par une page de culture avec de la musique et de la danse. Le centre-ville a été investi par les tracteurs ce matin. Les agriculteurs ont fait entendre leur colère à l'appel de la FRSEA, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. Et les jeunes agriculteurs, ils dénoncent notamment la politique de l'eau et la directive nitrate. Jérôme Bollock et Alain Sorat les ont suivis dans le cortège qui les a menés du stadium à la préfecture. 200 tracteurs et 1100 agriculteurs selon la police, 2000 selon les syndicats ont créé une belle pagaille aujourd'hui dans les rues de Toulouse. Ils sont venus de toute la région afin de dénoncer la directive européenne nitrate. Près de 850 communes du bassin Adour-Garonne sont concernées par un arrêté préfectoral limitant les engrais sur les terres en pente à plus de 15%. Mathieu est céréalier bio dans une zone de coteaux. Pour lui, cette directive est un non-sens. 50% de mon exploitation est en zone de coteaux. Sur ces parcelles-là, je n'ai plus le droit d'épandre de fumier, de lisier et d'engrais organiques, des petits bouchons qui sont autorisés en agriculture biologique et qui nous permet de fertiliser nos parcelles pour faire du rendement. Il faut savoir que dans l'agriculture biologique, on a besoin de fertilisants. Pour faire 1 kg de blé, il faut 3 unités d'azote. Que l'azote soit d'origine chimique ou qu'elle soit d'origine biologique, organique, il faut de l'azote pour faire pousser les plantes. On ne pourra plus demain épandre du fumier sur des rampes, sur des pentes de plus de 15%, ce qui est rien du tout, c'est l'équivalent d'une rampe d'accès pour personnes handicapées. Donc ça veut dire des milliers d'hectares sur la région que l'on ne pourra plus travailler et donc qui demain sera en friche. Pour ces manifestants, la directive nitrate est la goutte d'eau de trop. Ils estiment qu'ils sont assez grands pour respecter leur outil de travail, la terre. Si actuellement c'est des intégristes de l'écologie qui sont malheureusement dans les hautes sphères et qui pensent pour nous, eh bien malheureusement ces gens-là ont tout faux. Il va falloir qu'ils se mettent les pieds sur terre et qu'ils réellement voient comment les paysans travaillent et se rendent compte que s'il n'y a plus de paysans, ça sera quand même un drame pour l'humanité tout entière. Ouais. Nous disons, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Avant d'interdire, discutons. Nous sommes quand même des gens responsables. Notre environnement, nous sommes les premiers à l'entretenir, à le travailler au quotidien. Nous avons des solutions. On peut mettre en bas des bandes végétalisées. On va travailler avec de l'apport fractionné d'azote, c'est-à-dire accompagner la culture en nourrissant plusieurs fois par des apports azotés, et l'affaire elle est réglée. En fin de manifestation, les agriculteurs ont déversé du fumier rue de Metz devant des forces de l'ordre venues en nombre. Et sur les banderoles, les manifestants protestent contre une écologie technocratique et disent oui au bon sens paysan. Nous sommes allés recueillir l'avis d'Europe Écologie Les Verts favorable à la directive nitrate auprès de Michel Bleuze, numéro 2 de la liste Toulouse Vert demain pour les municipales de Toulouse. L'intérêt même des agriculteurs, c'est d'apporter les engrais azotés quand la plante en a besoin et dans la quantité dont la plante a besoin. Tout ce qui est apporté, qui n'est pas absorbé par la plante, est lessivé, quelles que soient les techniques utilisées. Et ce lessivage, il entraîne les nitrates dans les eaux aussi bien profondes, dans les nappes, que les eaux de surface, comme ici, en bout de ligne dans la Garonne et puis dans les océans. Donc c'est l'intérêt de tous, des agriculteurs, que d'apporter que ce qui est utile et de la collectivité que de ne pas subir ces pollutions de l'environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'ensuite ces nitrates, on les retrouve dans nos nappes souterraines, on les retrouve dans nos eaux de surface. C'est l'alimentation en eau potable. Il faut s'interroger sur le coût que cela peut présenter ensuite de traiter ces eaux pour en supprimer les nitrates. On le retrouve dans les fleuves, les mers, avec toutes les problématiques de pollution avec les algues en général, les algues vertes en bord de mer. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des solutions dans d'autres pays. Les agriculteurs français doivent aussi se caler sur ces impératifs-là. Et je le redis encore, c'est l'intérêt et de la population en général et des agriculteurs également. À midi, les syndicats Sud Chimie et CGT de Sanofi ont organisé un nouveau rassemblement à l'entrée du site de Toulouse, route d'Espagne. Aujourd'hui, un comité d'entreprise devait donner son avis sur le plan de réorganisation du groupe. Dernière étape dans laquelle chaque syndicat est appelé à se prononcer. Les dissensions sont toujours d'actualité entre les représentants du personnel. Gabriel Aurillon a rencontré tour à tour un délégué CGT et un délégué CFDT.
Par exemple, la CFDT a signé une partie du plan et puis elle dit qu'elle conteste le plan. Donc c'est sûr que pour nous, ça pose un problème. Et même pour des salariés du site, qui ont voté à 80% contre la signature, ça pose un problème. Il faut être cohérent. Soit on est contre ce plan, et quand votre organisation signe, on rend sa carte. Soit on approuve la signature qui a été faite, et à un moment donné, il faut choisir. Chacun jugera, à chacun de juger, suivant ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu trahison ou pas. Moi, mon objectif, c'est pas de dézinguer la CFDT pour la dézinguer. Mon objectif, c'est que ce site, il a un avenir, quoi. Alors il y a un amalgame entre la signature des mesures d'accompagnement et le plan. Les mesures d'accompagnement, ce sont des mesures pour accompagner les salariés victimes de ce plan. Enfin, que l'on signe ou pas ces mesures d'accompagnement, il y aurait eu le plan va se dérouler. Il y a quand même des éléments intersyndicaux sur lesquels on est d'accord. Par contre, il y a une animosité aujourd'hui qui est maintenue par les autres syndicats, qui est, à mon sens, pas logique. Michèle Delaunay, la ministre déléguée en charge des personnes âgées et de l'autonomie, était en visite hier à Toulouse. Elle a rencontré Martin Malvy, le président de la région, afin de lancer la Silver Economy en Midi-Pyrénées. Alors, la Silver Economy, c'est la filière économique au service des personnes âgées autonomes et du vieillissement. Et notre région est la 4e choisie comme territoire pilote. Maxime Van Oudendik et Marion Posier. Mettre la technologie au service des personnes âgées, c'est la prétention de la Silver Economy. L'objectif final, permettre aux plus de 60 ans d'être plus autonomes. En clair, retarder, voire éviter, le placement en établissement spécialisé. Si nous simplifions la vie des personnes qui viennent en aide à domicile, elles vont dégager plus de temps pour des attitudes de prévention et d'accompagnement. Si une personne peut faire descendre ses volets elle-même, elle en sera très satisfaite. Cette nouvelle filière va regrouper des entreprises issues de domaines distincts. Santé, industrie, domotique, recherche, accompagnement à la personne, la mise en commun des savoir-faire doit faire naître de nouveaux outils. Mais pas question de déshumaniser la prise en charge des plus âgés. Il ne s'agit pas de supprimer l'assistance humaine. Et les pays qui ont le plus développé les technologies d'assistance aux personnes âgées à partir des technologies nouvelles sont ceux précisément qui aujourd'hui ont le plus d'accompagnement individuel des personnes âgées. Donc il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Et l'enjeu est de taille dans la région. D'après les projections de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, 325 000 personnes auront fêté leurs 60 ans entre 2010 et 2030. Un constat qui limite l'impact de la Silver Economy pour certains. L'économie, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Et donc par conséquent, la question, ce n'est pas de faire de la Silver Economy seulement. Bien sûr qu'il faut la faire, mais c'est de faire de la Silver Economy et surtout de repenser le statut des âges de la vie, la jeunesse, l'âge médian et la vieillesse, pour l'intégrer complètement à toutes les activités, à la représentation, à la vision du temps. C'est une richesse. Mais cette nouvelle filière pourrait aussi être une façon pour le gouvernement de lutter contre la crise. La DARES, la direction des études statistiques, est optimiste. Elle estime que la Silver Economy pourrait entraîner la création de 300 000 emplois d'ici à 2020. En politique, la campagne pour les élections municipales bat son plein. En vue du premier tour, nous organisons une série de débats à suivre sur TLT après le journal à partir du mercredi 19 février. Et je vous propose d'écouter ce soir Alexis Boudot, candidat de la liste éco-citoyenne à la mairie d'Auch. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat l'ont notamment interrogé sur la fiscalité. Les impôts sont très très chers sur Auch. Le maire sortant parle et se targue de ne pas faire augmenter effectivement les taxes sur les contributions de la municipalité, mais il faut savoir que les taxes sont très lourdes aujourd'hui, donc effectivement on peut tendre vers une baisse significative de ces taxes. Ce qui est le cas à Castres peut être le cas à Auch. Mais après, il y a aussi des difficultés par rapport au transport public parce que, effectivement, des bus gratuits, il y a une logique derrière qu'on doit mener. Nous, on est plus sur des flux aussi doux. Alors, la priorité, ça serait, en termes de transport public, par exemple, qu'il existe des pistes cyclables, il n'en existe pas sur Auch. Le développement des pédibus, des vélobus pour les occitans les plus petits de nos générations, faire des voies vertes tout simplement pour développer ce style de transport. Voilà. Alors il y a des exemples proprement dit, il y a l'université et le pôle universitaire qui aujourd'hui se développent
à Auch, avec des formations, que ce soit l'IFSI, que ce soit des l'IUT, avec des départements qui se créent directement au niveau d'Auch. Donc après, les faire venir, les jeunes publics, c'est bien. Les garder en place, c'est beaucoup mieux. Les garder, ça peut être aussi avec quelque chose de particulier sur la capitale de l'économie sociale et solidaire. On peut tout à fait donner à Auch cette chance de produire localement, de faire par exemple travailler les maraîchers tout autour d'Auch. Ça doit être un facteur aujourd'hui sur lequel on doit privilégier ce secteur. Et après, il y a des choses toutes simples. Il y a un festival de cinéma qui dirige et qui est attractif par rapport à ces jeunes générations. Et puis voilà, Welcome in Zigani, un grand festival de musique, le seul d'ailleurs à Auch. Voilà, c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Le culturel, l'attraction économique avec une économie locale proprement dite, et c'est à nous voilà, de mettre en place et de développer ces axes. Effectivement, il y a Toulouse et je crois que Auch se doit d'être aujourd'hui relié, par exemple, par rapport à la 2 fois 2 voies. Aujourd'hui, c'est une demande précise et claire. Il faut absolument finir cette 2 fois 2 voies. Mais il faut aussi développer le train. Le train, il faut des lignes même la nuit, vers minuit. Et ça n'existe pas entre Auch et Toulouse, avec peut-être moins d'arrêts à l'Île-Jourdain, parce qu'on a des trains qui s'arrêtent net à l'Île-Jourdain. Mais Auch doit aussi se relier avec d'autres métropoles. Il y a Agen, il y a Tarbes, avec Lannemezan, on a une plateforme multimodale qui doit se mettre en place. Avec Agen, il y a la nouvelle gare, TGV, donne des choses très très pratiques. Et voilà, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il est aussi de notre devoir, en tant que futur élu, futur maire d'Auch, de faire en sorte qu'Auch soit désenclavé. Le mouvement Air Souffrance va manifester ce samedi devant l'agence commerciale d'Air France KLM à Toulouse. Ces défenseurs des animaux accusent la compagnie d'être le premier transporteur d'animaux pour les laboratoires, notamment des primates, du matériel d'expérimentation entre guillemets qui a des droits selon eux. On écoute Camille Maumal au micro de Jérôme Bolloc. C'est quelque chose de très grave parce que non seulement on se permet de faire souffrir des individus qui sont innocents, qui n'ont rien demandé, et sous prétexte de supériorité de l'être humain, et également un problème de santé publique puisqu'on voit les nombreux scandales des médicaments, des effets secondaires imprévus qui ne peuvent pas être détectés lors des tests sur les animaux, puisque aucune espèce ne peut être le modèle biologique d'une autre. On n'est pas des rats, on n'est pas des chiens, et donc un produit testé sur un chien n'aura pas le même effet sur un être humain. Hand, volley, rugby et foot, on ouvre la page sport de ce journal, Samuel, avec le Phoenix qui a vécu hier soir sa première défaite de la saison à domicile face à Chambéry. Oui, et pourtant tout avait bien commencé avec la présentation du trophée de champion d'Europe avec Valentin Porte et Jérôme Fernandez notamment, acclamés sous les yeux des rugbymen, Servat, Médard et Doussin. Mais finalement, vous l'avez dit, première défaite à domicile au Palais des Sports d'un petit but 31-30 sur ce penalty dans les toutes dernières secondes du match. Pourtant, les spectateurs ont de nouveau assisté à une superbe performance de l'emblématique Jérôme Fernandez, auteur de 12 buts sur 13 tentatives. Mais cela n'a pas suffi. Performance plus contrastée de la part de Valentin Porte, seulement buteur à 3 reprises sur 11 tentatives. Il faut quand même dire qu'il y avait Xavier Dumoulin dans la cage de Chambéry, un autre champion d'Europe français. Après ce résultat, lors de la 15e journée de D1, le Phoenix recule d'un rang à la 4e place du championnat. Et on passe au volley, cela se passe également au Palais des Sports. Oui, c'est ce soir, la 19e journée de Liga. Les Spacers Toulouse volley défient Beauvais. Vous voyez des images du match opposant les deux équipes la saison dernière. Beauvais, c'est toujours un adversaire coriace. D'ailleurs, les Spacers s'étaient inclinés en 2013. Cette année, les Toulousains sont dans une bonne dynamique. Les joueurs de Cédric Hénard vont enchaîner cette rencontre avec une demi-finale de Coupe de France face à Tours. Ce sera mercredi 19 février. Mais chaque chose en son temps. Première étape, ce soir, contre Beauvais, 4e de la Liga. Et alors un autre temps fort du week-end sportif, c'est le rugby avec une rencontre à fort enjeu et sous haute tension pour le Stade Toulousain. Oui, samedi dès 18h30 à Aguilera, Biarritz Olympique, Stade Toulousain. Il faut savoir que et Biarritz et Toulouse sont en fâcheuse position en championnat. Biarritz, lanterne rouge, pratiquement condamné à la descente en Pro D2. Et Toulouse, battu par Montpellier à domicile, 7e du top 14 et surtout pas aidé par les blessures et les internationaux retenus par le 15 de France. Bref, comme le titrent nos confrères de Midi Olympique,
Toulouse est en eau trouble. Je cite, le stade doit gagner à Biarritz s'il entend rester dans la course aux phases finales. Un rendez-vous décisif pour clore une semaine agitée. Et la question qui restait en suspens, c'était la présence des internationaux français sur le stade, au stade toulousain. Je vous rappelle qu'à la demande du staff tricolore, ils doivent être laissés au repos en vue du prochain Pays de Galles-France dans le cadre du tournoi Destination. Oui, car vous le savez, le stade toulousain est le fournisseur officiel privilégié du 15 de France. On en sait un peu plus depuis hier. Guy Novès et son président ont décidé d'aligner Ficou, Maestri, Médard et Doussin. Louis Picamol est lui sur le banc des remplaçants. Nyanga et Huget, en revanche, devraient être laissés au repos comme préconisé. Finalement, on peut dire que le Stade Toulousain joue le jeu, on va dire. Quoi qu'il en soit, ce serait vraiment, en tous les cas, le moment de gagner face à Biarritz afin d'en finir avec cette série de 8 défaites consécutives à l'extérieur. C'est du jamais vu dans l'histoire du Stade Toulousain. Ouais. Alors, dernier rendez-vous sportif du week-end, on passe au foot avec le TFC qui se déplace en Bretagne. Oui, le TFC jouera sur le terrain synthétique de Lorient au stade du Moustoir samedi 15 février dès 20h. Alors là, vous revoyez le but contre Bastia, c'était mardi. Le seul but parce que le TFC s'était incliné 3-1. Les Violets, ils sont en difficulté suite à cette défaite. Ils ne sont donc pas favoris à Lorient. Le TFC est 12e de la Ligue 1. Mais bon, c'est peut-être dans ces moments-là qu'ils sont le plus dangereux, nos joueurs de football toulousains. Et on tourne la page sport pour passer à de la culture avec de la danse. Oui, et le Centre de développement chorégraphique de Toulouse accueille du 11 au 27 février son festival international de danse contemporaine. Au programme des danses du monde entier inspirées de folklore ou nées de l'imaginaire. Vous pourrez notamment découvrir ou redécouvrir Israël Galvan. Ce fils de danseur flamenco traditionnel s'est fait un nom dans le milieu. Pour son approche très expérimentale de la danse dont il préserve les racines et la force. Pour son spectacle, L'Oréal, Galvan s'attaque à un sujet qu'il qualifie lui-même d'indansable, à savoir le génocide des Tziganes par les nazis. L'Oréal de Israël Galvan, c'est samedi et dimanche au TNT. Vous voyez quelques images de son spectacle. De la musique à présent, c'est le grand soir pour le duo toulousain Cats and Trees. Nina Gurn et Johan Henkin ont été nommés aux 29e victoires de la musique dans la catégorie Album Révélation. Et un petit clin d'œil, leur premier plateau télé, c'était à TLT dans 100% musique avec Bruno Mallet. Vous voyez quelques images de ce 6 janvier 2010, suivi d'un extrait de l'émission du 14 octobre 2013 à l'occasion de la sortie de leur premier album. On les écoute. Tout de suite dans cette émission, les Cats on Trees pour leur deuxième passage dans 100% musique. Ils sont venus nous présenter leur premier album, ça y est, qui sort ces jours-ci dans les bacs, avec tout de suite cette première putain de bonne chanson. Voici Siren Calls. Whatever way, the same. Nothing according to plan. If I could just see clear into you. The same face every day. Les Cats and Trees vont jouer ce soir accompagnés d'un orchestre symphonique. Une chance et peut-être également une victoire. On croise les doigts en tous les cas. Les victoires de la musique sont à suivre ce soir à 20h45 sur France 2. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Samuel. Je vous en prie. Excellente soirée à tous. Bon week-end. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi à 19h.